Bonjour, on va démarrer ce webinaire. C'est une matinée exceptionnelle pour des temps exceptionnels. Le webinaire reste quand même le meilleur moyen pour continuer non seulement à vivre, mais en plus à s'instruire. Donc merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de ressources humaines. Et oui, le marketing automation peut aussi servir au recrutement et à la performance du recrutement de votre entreprise. On vous propose même de tripler cette performance aujourd'hui autour de 4 scénarios. Aujourd'hui, donc je suis Stéphane Coulot, je suis le fondateur et le président de WebMechanic. On est éditeur de logiciels de marketing automation. On est compatible RGPD. C'est très intéressant pour votre entreprise. On vous propose plein de solutions sur ce sujet. Et ce que je vous propose, c'est dès maintenant de rentrer dans le vif du sujet en vous expliquant peut-être pour ceux qui viendraient des ressources humaines plus spécifiquement, en vous expliquant qu'est-ce que c'est que le marketing automation exactement. Alors, le marketing automation va s'occuper de tout ce qui est gagné en maturation par rapport au comportement de contact. Donc, on va, j'allais dire, générer des opportunités, les nourrir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va synchroniser avec le CRM les informations historiques. Et le CRM va gérer vraiment l'opportunité d'un point de vue commercial. Donc, si on ramène ça aux ressources humaines, vous remplacez CRM par un ATS, un Application Tracking System, ou un SIRH, un système d'information des ressources humaines, et vous allez retrouver la même configuration. Donc, avec des données comportementales qui vont venir du marketing automation et des données historiques qui proviennent de votre système d'information, l'historique étant tout ce qui s'est passé jusqu'à il y a moins une seconde. Alors, si on reprend ce qu'est un scénario de marketing automation, on va retrouver toujours les mêmes étapes. C'est-à-dire qu'on va retrouver une première étape qui va considérer les visiteurs sur des contenus web. Donc, vous allez devoir les attirer au travers de la définition d'un persona, de contenu approprié et d'un customer journey ou d'un parcours client qui va faire qu'à un moment donné, vous allez pouvoir les suivre, les traquer sur ces contenus web. Ça peut être aussi à travers des emails, des SMS, toutes sortes de contenus. Et vous allez commencer à faire du profiling, c'est-à-dire de segmenter vos visiteurs par catégorie. Ça peut être de la géographie, ça peut être des métiers, ça peut être des types de comportements. Et ensuite, vous allez les scorer. Scorer, la définition, c'est vraiment travailler la montée en chaleur de chacun, c'est-à-dire la progression de la maturité, de l'intérêt qu'ils peuvent avoir sur le sujet sur lequel vous voulez les concerner. Quatrième étape, ça va être soit de définir que c'est déjà une opportunité commerciale et auquel cas ça va rentrer dans le CRM en temps réel sur une synchronisation de manière à ce qu'il y ait des actions qui soient prises par des commerciaux, un centre d'appel. En tout cas, on va rentrer dans le cycle commercial classique. Ou alors, si c'est pas encore le bon moment, de continuer à nourrir la relation avec ces contacts pour les faire monter en chaleur ou pour les mettre sur des comportements que vous voulez cibler. Donc, on va retrouver cette configuration, quels que soient les scénarios. Et tout l'enjeu va toujours être un triple enjeu de confiance. Tout ce que vous allez produire comme contenu, tout ce que vous allez mettre en œuvre en termes de scénarisation va être un enjeu d'abord de contenu. Votre intérêt sera d'avoir un contenu qui soit bien sûr multicanal, mais surtout homogène, quel que soit le canal utilisé, quels que soient les interlocuteurs, qu'on soit en avant-vente, qu'on soit en après-vente, que ce soit au travers de distributeurs, on doit toujours avoir un discours qui reste homogène. S'il y a une rupture d'homogénéité dans le contenu, eh bien, à un moment donné, on va perdre cette confiance qu'on a essayé de générer au travers de nos contenus. Deuxième enjeu, c'est un enjeu de personnalisation. On est très loin de la personnalisation juste du prénom comme on pouvait le faire au début des années 2000. On est bien sur une personnalisation du bon contenu à la bonne personne au bon moment. Donc, à vous de travailler véritablement ces points de contact de manière à adapter les contenus. En ce moment, on voit bien au travers de climat de crise qu'on ne peut pas générer n'importe quel type de contenu. Les contenus d'avant ne sont pas les mêmes contenus que l'on peut utiliser par la suite.
Les enjeux de disponibilité vont être très importants puisqu'on est tous amazonifiés dans notre cerveau aujourd'hui. C'est néologisme pour dire qu'on est habitué à ce que finalement tout ce dont on veut avoir accès doit être disponible à tout moment. Et je pense tout simplement à des factures, par exemple. On peut aller chercher des factures aujourd'hui à 3 heures du matin. On doit rendre l'information, les contenus d'entreprise disponibles à tout moment. Et donc tout ça va générer un enjeu de confiance et rassurer, alors là dans l'acte d'achat, mais dans le cas des ressources humaines, on va dire dans l'acte de candidater avec une entreprise, voire l'acte, on le verra plus tard, de rester en contact avec l'entreprise. Alors, c'est quoi l'inbound recruiting pour faire ce néologisme en pendant de l'inbound marketing, bien sûr. Eh bien, l'outbound recruiting, c'est ce qu'on a fait traditionnellement jusqu'ici. C'est-à-dire que j'avais un besoin dans l'entreprise, je crée une fiche d'emploi et je la pousse alors à des chasseurs de tête, je la pousse au travers de job boards, je la pousse au travers de mes réseaux sociaux et comme à la pêche à la ligne, j'attends que ça morde. L'inbound recruiting, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que je vais devoir générer une appétence à l'image de l'entreprise, ça s'appelle la marque employeur. Je vais générer une audience, un réseau de viviers de gens qui sont susceptibles un jour de rejoindre l'entreprise ou tout au moins de la conseiller à d'autres personnes et de relayer mon information. Et le jour où j'ai besoin véritablement de recruter, alors je vais pousser cette offre de manière très ciblée sur des gens et des contacts que j'ai préqualifiés et qui appartiennent à mon réseau. Donc on voit bien que c'est une différence fondamentale. C'est exactement la même chose qu'en marketing et on va retrouver cette différence-là également dans tout le tunnel d'acquisition, pardon, à force de l'entendre tunnel, je l'utilise toujours, mais c'est l'entonnoir de qualification à partir d'une personne qui m'est inconnue jusqu'à un collaborateur que j'ai recruté et ensuite même jusqu'à un ambassadeur qui va diffuser mes futures offres d'emploi qui va diffuser ma notoriété. Alors, c'est très important parce qu'aujourd'hui, entre l'impression qu'a l'entreprise et le perçu par les candidats est assez différent en général. En plus, la plupart des candidats qui nous intéressent sont aujourd'hui en situation de candidature passive, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne recherchent pas véritablement d'emploi, mais pourquoi pas un jour, si la bonne offre arrive dans leur escarcelle, ils sont prêts à aller s'intéresser au sujet. Donc, c'est plus de 75% des professionnels qui sont candidats passifs, ce qu'on considère un candidat passif. Et ensuite, beaucoup de candidats en fait vont visiter vos contenus, si vous en faites évidemment, et si vous les ciblez bien, sans forcément postuler à une offre. Mais c'est ce qu'on va appeler un candidat potentiel pour le futur. Le jour où une offre arrive à lui et que dans le même temps il y a une certaine déception dans son job actuel, eh bien ce jour-là il va peut-être se déclencher, mais il se sera intéressé à vous bien en amont et bien en avant. Donc, on voit bien que dans le canal d'acquisition des candidats et même dans le processus de recrutement, il y a beaucoup de déceptions en fait de la part des candidats sur la qualité de la communication en amont, pendant, puis on le verra même après. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à travailler pour non seulement bien recruter, mais aussi bien fidéliser. Et tout votre intérêt sera quand même de travailler alors l'employé de journée, donc le parcours employé depuis son recrutement, mais également à son arrivée et pendant toute la période où il va être employé dans votre entreprise, et même après son départ, pendant son départ et après son départ. Et ce sont ces trois phases-là qu'on va voir au travers de 4 scénarios qui sont, à mon avis, indispensables à mettre en œuvre. Et là-dessus, appuyez-vous vraiment sur votre contact marketing qui a peut-être déjà mis en œuvre des scénarios de marketing automation en recrutement, en fidélisation de clients et même à travailler l'offboarding des clients déjà. Et vous allez voir qu'à part les contenus, vous allez travailler sur les mêmes bases et il va vraiment pouvoir vous aider. On a pas mal de clients où le marketing, le responsable marketing aide les ressources humaines à mettre en place ce type de scénario. Donc, le scénario de recrutement, scénario de onboarding au moment où les employés arrivent, le scénario qui va permettre de faire en sorte que vos collaborateurs actuels deviennent déjà des ambassadeurs et relaient les messages de l'entreprise, et puis la période du départ, qui est une période où il faut faire des choses et où peu d'entreprises travaillent.
Alors, si on travaille sur le recrutement, évidemment, c'est comme en marketing, un lead ou une opportunité, ça ne sert à rien si vous ne le suivez pas rapidement et si vous ne transformez pas rapidement ce lead en opportunité. Sachez que plus de 4 candidats sur 5 googlisent l'entreprise avant de postuler et évidemment avant de rencontrer des gens chez vous. Donc, travailler l'identité de l'entreprise, travailler la réputation de l'entreprise, c'est quelque chose de primordial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que vous travaillez le persona des gens que vous voulez recruter. Hein. Si vous voulez recruter quelqu'un au marketing, selon que ce soit plutôt junior, plutôt senior, si vous voulez recruter un développeur, si vous voulez recruter quelqu'un plutôt aux ressources humaines, eh bien, il va falloir travailler son profil, le profil type de la personne, pas uniquement ses compétences, mais aussi qu'est-ce qu'il aime, s'il est plutôt rouge, vert, bleu, comment je peux communiquer avec lui en fonction de son âge, avec quel type de vocabulaire, exactement comme en marketing. Et puis derrière, je vais travailler les points de contact, savoir où l'appeler, comment, quel type de message je vais pouvoir aborder. Et donc tout ça va permettre de constituer un vivier de candidats qualifiés. Dans ce scénario que vous allez pouvoir complètement adapter à votre situation, en fait, l'objectif, ça va être de nourrir des candidats potentiels. Donc pour ça, il a fallu que vous ayez travaillé des contenus. Alors au début, des contenus blog sur un site de type marque employeur qui peut être intégré à votre site marketing classique. Mais vous pouvez imaginer aussi mettre des vidéos ou des webinars, faire parler vos collaborateurs actuels sur quelles sont leurs missions, quel est leur job, comment ils le vivent, comment ils sont rentrés dans l'entreprise, quels bénéfices ils y ont trouvé, comment ils travaillent pour vos clients, quel plaisir ils y trouvent. Et en fait, vous allez déjà, donc vous allez taguer ces contenus, bien sûr, et puis, vous allez comparer ces candidats potentiels qui se connectent à vous au travers de leur adresse IP. Et puis, éventuellement, si vous les connaissez déjà, et le synchroniser ça avec votre Application Tracking System, hein, votre CRM RH ou votre SIRH. Si ce sont des gens que vous norterez déjà dans des campagnes, et bien évidemment, vous stoppez ce type de campagne. En revanche, si ce n'est pas le cas, ce sont des personnes nouvelles, eh bien, vous allez avoir une petite série d'emails qui vont commencer à les engager. Alors les engager d'abord en les remerciant et puis en leur proposant de consulter peut-être déjà des pages carrière de votre côté. Ensuite, vous allez faire un deuxième mail d'engagement. Alors au bout de quelques jours, hein, pas dans la minute qui suive, en demandant si vous n'avez pas trouvé une offre qui vous convient. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre de qualifier l'appétence de la personne à chercher un job ou juste intéressée par la marque employeur que vous proposez. Et dans les deux cas, c'est intéressant. Vous allez requalifier une troisième fois en fait en faisant une petite relance d'invitation, non pas à aller voir les candidatures, mais peut-être à des événements d'entreprise que vous allez organiser, peut-être des salons de recrutement ou d'autres choses que vous allez organiser, peut-être des after-work que vous allez organiser peut-être avec des alumni de votre entreprise ou des collaborateurs actuels et vous pouvez faire ça une fois par trimestre par exemple et faire un micro-événement de candidats. Ces emails-là vont permettre d'engager progressivement la relation avec des gens qui sont intéressés par vos contenus. Encore une fois, il faut que vous ayez en amont des contenus de qualité et qui apportent de la valeur ajoutée. Et vous allez segmenter en fait 3 populations, une population plutôt d'étudiants qui est en recherche de premier job, un segment de candidats passifs, c'est-à-dire les fameux professionnels, les 75% de professionnels qui ne sont pas en situation de recherche d'emploi, mais qui pourraient se réveiller si vraiment quelque chose arrivait à eux au moment où ils se posent quelques questions. Et puis, vous avez ceux qui sont en recherche active et qui vont être beaucoup plus réactifs à votre démarche. Alors, les bénéfices que vous allez retrouver, c'est que naturellement, vous allez constituer un vivier de candidats potentiels que vous avez déjà préqualifiés en amont. Vous avez même préqualifié en fonction des métiers, parce que je vous rappelle que vos contenus, ils sont pas neutres. Hein. Si vous avez des contenus où vous faites parler des collaborateurs actuels qui sont plutôt des développeurs informatiques ou plutôt des commerciaux, bah forcément, vous allez en déduire quand même un segment de métier également d'intérêt pour des métiers de la part de ces viviers de candidature.
Et puis enfin, le résultat que vous devez en attendre, c'est que vous allez d'abord multiplier par 2 le nombre de candidats qualifiés que vous allez avoir le jour où vous mettez des offres en ligne, et surtout vous allez réduire de manière considérable vos coûts de recrutement. Et on va voir, c'est pas uniquement sur la phase amont, mais également sur la phase aval, sur laquelle vous allez gagner, puisque vous n'allez vous focaliser que sur des candidats qui ont de l'intérêt pour vous, pour votre marque, et qui ont de la valeur pour vous. Deuxième sujet, l'expérience collaborateur qui va débuter au moment où vous avez recruté, vous avez trouvé la perle rare. Alors ça, c'est super important parce que statistiquement, on a quand même 2 employés sur 3 qui, j'allais dire, dont le recrutement a échoué dans les 12 à 18 mois qui suivent. Mauvaise entente, mauvais démarrage, la personne n'a pas trouvé, j'allais dire, le bon timing par rapport à l'entreprise, n'a pas compris comment fonctionnait l'entreprise, ou peut-être, en fait, il y a des choses qui n'ont pas été dites au départ et on part sur des mauvais postulats. Donc, c'est l'occasion véritablement de rassurer sur les choix. D'ailleurs, tout le monde a besoin de se rassurer, hein, le manager ou les managers, l'entreprise, mais également le candidat. Et c'est l'occasion d'accompagner le candidat au travers, j'allais dire, alors plus l'entreprise est grande, plus ce sera le cas, trouver les bons relais, savoir à qui s'adresser en cas de souci, avoir le bon matériel, etc., etc. Et c'est peut-être l'occasion aussi de faire un peu de micro-learning sur différents sujets à vous de voir. Donc le but, ça va être véritablement de faciliter la vie de vos nouveaux collaborateurs. Vous allez travailler son intégration au travers d'une série de messages. Le premier qui évidemment l'accueil, éventuellement le président ou le manager d'une business unit qui va l'accueillir, mais aussi surtout présenter ce qui va se passer dans les 30 prochaines journées. Et puis vous allez dérouler comme ça une série d'emails qui vont ponctuer la progression, l'apprentissage, peut-être organiser des rendez-vous avec des managers dans l'entreprise. À vous de voir en fonction de votre propre organisation et de vos propres besoins. Ce sont des messages qui doivent être pratiques, mais qui peuvent être aussi ludiques. Pourquoi pas mettre des quiz ou des choses qui permettent de valider que la personne a compris, a appris, non pas pour donner des points ou noter, mais tout simplement peut-être pour reprendre certains points ou approfondir. Tout le monde n'apprend pas les mêmes choses à la même vitesse, donc c'est une occasion aussi de le valider. Alors, la seule segmentation qui vaille à ce stade-là, c'est surtout de détecter les collaborateurs qui sont évidemment en difficulté, bien pour tout simplement avoir ce signal faible rapidement et le traiter, et donc d'amener peut-être un point qui est traité uniquement au travers de contenus digitaux, peut-être amener une personne en présentiel, en physique, et passer plus de temps sur tel ou tel sujet sur lequel la personne n'a pas tout compris ou bute un petit peu parce que ses expériences passées ou son apprentissage passé n'est pas le même. Le bénéfice, c'est tout simplement de limiter ces 2 candidats sur 3 qui se retrouvent en échec 12 à 18 mois après dans l'entreprise, parce que finalement, ça fait perdre du temps à tout le monde, à la fois aux candidats et à la fois à l'entreprise, et ça coûte énormément d'argent à tout le monde. Et en fait, on arrive en maîtrisant vraiment bien cette phase-là, donc on voit qu'il y a quand même un gros travail de contenu à réaliser, c'est plus que du marketing automation, mais on arrive à réduire des 3/4 le turnover dans les 12 mois qui suivent, et surtout on arrive à gagner du temps. Un collaborateur dans sa phase d'entrée dans l'entreprise, en général, met 3 mois à se sentir parfaitement à l'aise avec les process. On met 1 mois, à peu près 3-4 semaines à pouvoir commencer à travailler utilement de manière un peu autonome, mais on met vraiment 3 mois à comprendre ce qu'est l'entreprise et comment naviguer dedans. Donc là, on arrive à réduire d'1 mois cette phase-là parce que en fait, on a travaillé bien en amont tous les apprentissages et on a détecté à temps les apprentissages qui n'ont pas été faits. Alors maintenant qu'on a recruté la personne, que cette personne se retrouve avec les bons apprentissages, travaille bien avec l'ensemble de ses collaborateurs, a trouvé sa position, et bien maintenant on va peut-être pouvoir profiter aussi de ce collaborateur pour le mettre en position d'ambassadeur de l'entreprise. Alors tout le monde ne le fera pas. On a 20% des salariés qui ne croient pas aux valeurs de l'entreprise. On a 41% qui considèrent que l'image de l'entreprise n'est pas fidèle à la réalité. Ça, c'est une étude qui a été faite par Edelman aux États-Unis.
c'est peut-être le moment d'ailleurs de le valider, de vérifier, peut-être de corriger un petit peu ça en demandant aux collaborateurs des feedbacks sur ce sujet-là. Mais reste que ceux qui sont engagés auprès de l'entreprise et qui sont prêts à partager des messages de leur vie pro avec leur vie perso, c'est l'occasion de le mettre en œuvre. Et ça, d'autant plus qu'il y a une grosse porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ne serait-ce que parce que, en tant qu'entreprise, vous gérez votre marque employeur, mais en fait, en tant que collaborateur, à titre personnel, on gère aussi sa propre marque personnelle, au personal advocacy. Et donc, en fait, c'est un intérêt bien compris entre les deux personnes. On est toujours dans sa future carrière tributaire finalement de ses expériences passées, et on a intérêt à d'autant plus bien la mettre en valeur que ça nous rend désirable auprès d'autres employeurs lorsqu'on communique de cette manière. Donc c'est un intérêt bien compris et ça va avoir un triple enjeu. Ça va avoir un enjeu de notoriété, un enjeu commercial, mais également un enjeu évidemment de recrutement. Donc, transformer ses collaborateurs en ambassadeurs, eh bien, là-dessus, vous allez pouvoir vous appuyer sur des outils. Il y a des outils, alors j'en cite quelques-uns, il y a Hootsuite, Limber, nous on travaille plutôt avec Limber, il y a Socialumap, qui est une société française également comme Limber, et qui sont des outils qui vont vous permettre de faire rentrer vos collaborateurs dans du partage actif ou passif, mais à ce moment-là, avec leur autorisation, de contenu que vous avez constitué, écrit spécifiquement pour être diffusé par l'entreprise, mais aussi par vos collaborateurs. Donc, ça peut être des contenus d'actualité, des contenus chauds, mais aussi des contenus plus froids, qui sont des articles de fond. Ça peut être des articles de type marketing commercial, mais aussi des marketing de type ressources humaines, recrutement. Et vous verrez finalement que vos collaborateurs vont aussi bien relayer des informations sur la qualité de vie de l'entreprise, des événements, j'allais dire ressources humaines, mais tout simplement des événements de vie de l'entreprise, mais aussi des événements commerciaux. Vous serez surpris de voir des développeurs des fois relayer des informations alors qu'ils ne verront pas comme des informations commerciales, mais liées à des fonctionnalités de votre logiciel ou de votre service ou de votre produit. Et finalement, vous allez aussi pouvoir qualifier l'appétence de ces collaborateurs à partager ces contenus. Donc, vous allez gagner en notoriété d'entreprise, mais également en engagement de vos collaborateurs. Et puis, ceux qui s'engagent pas, d'abord, c'est leur droit. Et puis ensuite, peut-être que certains d'entre eux, il y a un travail d'explication, un travail de pédagogie à faire avec eux. Donc finalement, le moyen qu'on va utiliser, c'est le partage, c'est le moyen le plus simple, hein, c'est le partage sur les réseaux sociaux. Alors c'est un deuxième bénéfice en plus, hein, c'est que ça permet d'acculturer aussi différentes populations de vos collaborateurs qui n'étaient pas forcément au courant de contenu marketing lorsqu'on est développeur informatique ou vice-versa, de fonctionnalités nouvelles sur vos solutions par les commerciaux, le marketing ou des gens qui ont des fonctions administratives. Ça leur permet aussi parfois d'être au courant de choses qui se passent et ça a une vertu de communication interne. Votre segmentation principale, ça va être lié à la détection des collaborateurs influents. Et ça, vous allez pouvoir du coup les qualifier, mais aussi qualifier quel type de contenu ils ont plus d'appétence à relayer, de manière à améliorer cette chaîne qui est de leur proposer des types de contenus à relayer. Alors encore une fois, avec les outils comme Limber ou Socialumap, on peut relayer, on peut segmenter le type de contenu qu'on va relayer à quel moment au travers des collaborateurs. Et vous allez pouvoir faire un agenda où vous allez faire un timing en fonction des contenus que vous allez envoyer par l'entreprise, mais aussi par les collaborateurs de l'entreprise. L'idée, c'est de laisser comme le plus de flexibilité aux collaborateurs de manière à ce que ça fasse le plus naturel possible, que ce soit leur choix, et puis voir qu'ils puissent rajouter un commentaire qui leur soit propre. Ça sera d'autant mieux perçu par les gens qui vont lire ces messages. Le résultat, c'est que vous allez là aussi augmenter fortement votre vivier de candidats potentiel par le réseau des réseaux de vos collaborateurs. Sachez que la parole d'un ami est fiable d'après les gens et les enquêtes que l'on fait à 78%, celle d'un salarié d'une entreprise à 55%. Donc il y a plus d'une personne sur deux qui trouve qu'un message relayé par un collaborateur est digne de confiance. C'est nettement plus que la confiance qu'on fait en général aux marques quand elles communiquent par elles-mêmes.
Un groupe comme Accor a multiplié par 6 son audience en utilisant ces systèmes de employee advocacy. Ils sont passés de 4,8 millions à 27 millions de followers sur leurs différents réseaux sociaux en mettant en œuvre ce genre de dispositif. Donc c'est loin d'être neutre, également commercialement. Quatrième phase et quatrième scénario, c'est de travailler le off-boarding, donc le moment où votre collaborateur part de l'entreprise. Alors, un collaborateur peut partir pour différentes raisons. Bon, la plus mauvaise des raisons, c'est qu'il n'est pas très content et pas satisfait de ce qu'il a trouvé chez vous. Mais bien souvent, c'est parce qu'il a envie de se former, il a envie de changer un petit peu sa trajectoire de vie. Ça peut être son conjoint ou sa conjointe qui déménage, il veut le suivre, il en profite pour changer, ou parce que vous n'avez pas l'opportunité géographiquement de le replacer ailleurs. Il peut y avoir plein de bonnes raisons de partir, mais pour des bonnes raisons et sur lesquelles, à un moment où, au niveau de l'entreprise, tout se passe bien. Donc, c'est l'occasion quand même extraordinaire d'avoir un feedback de votre entreprise, de votre collaborateur, en lui posant la question, déjà en le remerciant d'avoir participé à la vie de l'entreprise pendant peut-être quelques mois, mais bien souvent pendant plusieurs années, et au-delà du pot de départ, d'évaluer finalement l'expérience qu'il a eue avec l'entreprise, de lui donner l'opportunité de donner son avis. Alors ça, c'est extraordinaire parce que c'est quand même un moment où il n'y a plus beaucoup d'enjeux de carrière pour lui avec vous. Donc, a priori, la parole peut vraiment se libérer à ce moment-là et il peut vous donner un véritable avis. Donc, c'est l'occasion, en lui posant quelques petites questions, peut-être à différents moments, de l'évaluer. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que votre objectif, ça va être de recruter grâce à vos ex-collaborateurs. Mais pour ça, il faut définir d'abord, qualifier ceux qui sont en accord avec les valeurs, ceux qui sont prêts finalement à en faire la promotion. Donc, tous ceux qui ont noté, évalué à plus de 8 sur 10 hein, sur une échelle de 10, alors 8 en Europe en général, c'est l'équivalent d'un 10 dans les pays anglo-saxons, donc c'est à peu près la même chose. Eh bien, ceux qui sont toujours au-dessus de 8 sur 10, vous allez pouvoir les embarquer sur un programme d'ambassadeur, de manière à ce que, alors là aussi avec des contenus que vous aurez préparés, vous allez leur proposer de participer à un certain nombre d'événements. On a parlé tout à l'heure d'événements qu'on peut organiser dans l'entreprise en termes de recrutement avec des alumni. Ben, c'est l'occasion là de faire revenir des ex-employés dans ce type d'événement, mais aussi de relayer des contenus. Bref, préparez bien votre programme d'ambassadeur. Et puis, j'allais dire les autres, proposez-leur quand même d'aller sur des espaces pour alumni que vous allez mettre en œuvre. Ils vont, même s'ils n'ont pas été super satisfaits de la vie dans votre entreprise, si vous avez une belle marque employeur, ils peuvent être intéressés à rester en contact finalement avec d'autres alumni au travers de cet espace-là. Et puis, au travers d'évaluations futures que vous referez ultérieurement, ils vont peut-être changer d'avis parce que finalement, leur vie après l'entreprise et peut-être la vie dans une autre entreprise leur montreront que finalement, la vôtre n'était pas si mal et qu'ils aiment bien l'ambiance que vous avez réussi à créer au niveau des alumni. Donc, ce sera l'occasion de les ramener eux aussi sur des programmes ambassadeurs. Donc, vous allez segmenter les gens qui sont aptes à rentrer dans ce programme versus les autres que vous allez continuer à nourrir, mais différemment. Et l'objectif, c'est de faciliter véritablement la cooptation par ces ex-collaborateurs. Sachez que plus d'un recrutement sur 3 provient d'une recommandation, donc c'est quand même quelque chose de hyper important. Et surtout, il y a une étude de Career Arc aux États-Unis qui a montré que 15% des salariés avaient été des ex-salariés à un moment donné. Donc, c'est-à-dire que 15 salariés des grands groupes aujourd'hui ont une expérience ailleurs de l'entreprise et sont revenus. Et plus de 40% d'ex-collaborateurs aimeraient bien revenir dans leur ancienne entreprise s'ils en avaient l'occasion. Donc, on voit qu'il y a un vrai vivier dans vos ex-collaborateurs. En revanche, plus de 30% de collaborateurs partagent aussi des avis négatifs. Donc, vous avez intérêt à travailler aussi ceux qui ont mis des notes inférieures à 8 sur 10, qui ont un peu d'aigreur encore avec vous. Travaillez ça, ça va permettre de les transformer, à défaut d'ambassadeurs, au moins qu'ils arrêtent de partager des contenus négatifs à votre égard.
Voilà, on a vu 4 scénarios, donc du recrutement jusqu'au départ de l'entreprise, en passant par l'arrivée et la vie dans l'entreprise, qui vont vraiment vous permettre de multiplier, de tripler la performance que vous avez au niveau des recrutements, hein, que vous soyez aux ressources humaines, mais que vous soyez aussi une boîte d'intérim ou des chasseurs. Et j'allais dire, le logiciel de marketing automation, vous pouvez tout à fait considérer que ce sont aussi des logiciels de recruiting automation. Et là-dessus, on pourra vous accompagner et vous aider pour mettre en place ces scénarios chez vous avec vos collaborateurs. Aidez-vous encore une fois de l'expérience des gens du marketing chez vous et également du livre qu'on a sorti avec Gabriel Dabischwabel de la société 1 minute 30, qui travaille également sur les notions d'inbound recruiting. Et c'est un livre qu'on a écrit sur lequel il y a des scénarios pour les ressources humaines que je viens de vous présenter beaucoup plus détaillés, mais également le recrutement pour les grandes écoles. C'est quelque chose qu'on a mis en pratique, notamment avec Grenoble École de Management, par exemple. Eh bien, écoutez, en tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent ultérieurement, n'hésitez pas à m'écrire personnellement. Mon adresse email, c'est sco@webmechanic.com ou sur mon LinkedIn par la messagerie privée. Je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Prenez bien soin de vous pendant cette période difficile. Prenez bien soin de vos proches. Le business continue, un peu ralenti, mais il va continuer. En tout cas, nous, on reste à votre disposition si vous avez des questions et si vous souhaitez qu'on discute de ces différents sujets. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.